Ça marche. C'est parti. Hop, je reviens vers toi. Rebonjour Marc. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. La nuit est tombée depuis tout à l'heure. C'est drôle, la nuit tombe à 6 heures. C'est pareil ici en région parisienne. Un grand merci Marc d'accepter d'être mon premier invité pour ce live. Tu sais que je t'apprécie énormément depuis longtemps et je suis ravie de pouvoir débuter cette nouvelle aventure avec toi, qui est aussi une nouvelle aventure avec ces nouveaux outils d'aujourd'hui qui nous permettent de partager des écrans, de partager de l'image en live. Comment ça va Marc? Ça va bien, je suis dans je suis dans le sud, je suis à Marseille, donc D'accord. c'est différent de Paris. Il fait encore 25 degrés et il y a un grand soleil. Non, non, mais ça va bien. Bon, super, c'est chouette. Alors pour commencer ce petit live, est-ce que tu veux me parler de... Tu me parlais de Marseille tout à l'heure. Tu as beaucoup voyagé, même durant ton enfance. Tu as beaucoup déjà déménagé. Tu es né dans quelle partie de la... Sur quelle partie du globe? Je suis né à Paris et comme tout marin qui se respecte, non, je rigole, je suis né à Paris, j'ai vécu une enfance à Paris, une petite enfance à Paris, Paris, région parisienne, à l'ouest. Et ensuite, je dirais mon histoire avec la mer, plus particulièrement, enfin plus en approfondie, a commencé en Provence, au début des années 70. Et là, j'ai commencé la voile, j'ai vécu en Provence, donc ça c'était c'était chouette. J'ai beaucoup aimé cette période de ma vie dans la nature, parce que le Var est un département qui est très vert. Et c'est aussi ça qui nous rejoint, je crois, toi et moi, c'est que moi, à la base, je suis plutôt un créatif. Donc, enfant, je dessinais beaucoup, je construisais, je détruisais, je Une fabriquais des cabane choses. même. À quel âge t'as fait cette fameuse cabane? Non, après, ma première cabane, qui est une maison, en fait, hein, je l'ai construite à 15 ans. Une vraie maison de près de 70 mètres carrés, quand même, avec des matériaux de récupération, parce que, entre autres, si je prends juste ce sujet-là, on m'avait offert un petit bouquin qui datait de la fin des années 60, qui étaient les architectes américains qui partaient sur leurs motos, leurs chevaux et tout, et qui construisaient des maisons, je l'ai encore ce livre, qui construisaient des maisons partout où ils trouvaient un bout de terrain et avec les matériaux qu'ils trouvaient sur place. On est en 68-69. Et ce bouquin m'a été offert, je devais avoir 13 ans, 12-13 ans. Et un jour, j'ai eu l'occasion et j'ai effectivement construit une maison avec des matériaux de récupération. Euh, on est en 75. C'était un petit moment déjà. Mais c'était passionnant parce que, en fait, c'est des gens qui laissaient libre cours à leur imagination. C'était un peu Burning Man avant l'heure. Bon, ils ne brûlaient pas la maison à la fin. Et je me souviens que c'était assez créatif, assez bordélique, mais assez créatif. Et ça fait partie des trucs qui m'ont inspiré, on va dire. Sinon, si je continue un peu mon parcours par rapport à la création, au début, je me destinais plutôt à ça. C'était plutôt ça on va dire, entre guillemets, mon plan de carrière, si on peut parler comme ça. Et donc, je suis rentré comme je te le disais tout à l'heure, je suis rentré à l'école Boulle très jeune, parce que je voulais devenir luthier au départ. Je voulais fabriquer des instruments de musique. Et un grand luthier m'avait orienté vers une école dans le bois. Et c'est comme ça que je suis rentré à l'école Boulle, qui a été une D'accord. école qui a beaucoup compté dans ma vie parce que j'y suis rentré très jeune, j'y ai appris à... Donc, je suis rentré et c'était passionnant, la marqueterie, l'ébénisterie, le dessin. On avait plein de types de dessins différents, la descriptive, le dessin industriel, le dessin de nu, enfin, le modèle vivant, nature morte, le trompe-l'œil, l'hyperréalisme, tous ces trucs-là. Quand on apprend ça entre 14 et 17 ans, ben ça c'est quelque chose. Voilà. Même si j'ai fait quelque chose de différent ensuite. D'accord, super, super. Et est-ce que tu peux nous parler de tes actualités aujourd'hui? En ce moment, tu travailles sur quoi? Alors, depuis quelques mois, années, on va dire même, c'est plus des années, j'ai un grand projet qui sera The Big Project, le grand projet de ma vie. En
Après, il y en aura peut-être d'autres, mais plus tard, quand je serai grand. C'est un projet de bateau de volant. Mais alors, pour faire des courses et des records, ça c'est une chose, mais ça c'est, on va dire, je dirais que là je continue un peu mon histoire, mais surtout l'idée c'est d'embarquer du monde, d'ouvrir ça à d'autres personnes, à des gens qui ne sont pas les professionnels de la boîte. Ça serait mon rêve. Je trouve ça intéressant d'ouvrir, de changer l'usage. C'est la grande époque d'ailleurs, hein. Moi je trouve ça plutôt chouette que les gens louent leur baraque, leur voiture. On change l'usage des choses, elles ne sont plus à titre privé. Et donc là l'idée c'est d'ouvrir ce bateau à d'autres. Et puis, on en parlera tout à l'heure, je pense, un des grands points importants, en tout cas celui qui me tient le plus à cœur, au-delà de la navigation et de la course, c'est l'innovation. C'est porter des innovations, et entre autres, une innovation en santé, ce qu'on appelle une innovation en santé, c'est d'être à l'origine d'un exosquelette pour le grand public, de créer à partir du bateau, à partir des marins à bord, à partir des amateurs qui viendraient à bord, de constituer, de créer un exosquelette avec l'aide d'industriels, l'aide de techniciens, l'aide de designers, l'aide de spécialistes des matériaux, spécialistes évidemment de la psychomotricité, de la médecine, du handicap, du vieillissement, etc. Et d'utiliser le bateau finalement comme une plateforme de recherche appliquée. C'est-à-dire que sur un bateau, la vie n'est pas normale. Elle n'est pas comme sur la Terre. Tout bouge, le sol se dérobe sous vos pieds tout le temps, ça avance vite, ça ralentit, ça freine, ça donne des coups, ça penche d'un côté, de l'autre, voire ça penche vers l'avant, vers l'arrière. Et donc se mouvoir sur un bateau, porter quelque chose, tirer quelque chose, toutes les actions, même dormir, demandent de l'énergie, demandent de compenser, de retrouver son équilibre. Et ça c'est passionnant. C'est le seul endroit sur Terre où ça bouge en 3D comme ça tout le temps, hormis la fête foraine. Hein, et donc l'idée c'est d'utiliser au maximum les contraintes de la navigation, de naviguer sur un bateau. En plus il y a le froid, le chaud, l'humidité, le manque de sommeil, enfin tout, quoi. Et c'est d'utiliser tout ça pour développer quelque chose qui serve au plus grand nombre, qui ne soit pas seulement réservé à des professionnels. Donc le bouger tout le temps, ça continue, être vivant, c'est ça? Je crois qu'on partage cette même vision de la vie et aussi cette même curiosité vers plein de corps de métiers différents. Parce que quand tu te retrouves tout seul en mer, tu as fait 5 fois le tour du monde, tu as fait 4 fois le Vendée Globe, il me semble. Tu te retrouves tout seul, il faut être un peu électricien, un peu plombier, un petit peu charpentier. Enfin, je sais pas combien de métiers il faut savoir se cuisiner, je sais pas. Ce qui est passionnant dans la navigation, que ça soit seul ou en équipage, alors seul c'est encore plus fort parce que on doit tout regrouper en une seule personne, mais en équipage c'est pas mal aussi. Mais en seul, on doit à peu près connaître une bonne quarantaine de métiers. Alors ça passe par des choses très très techniques, comme être un bon stratège, être un bon tacticien, savoir bien naviguer, la navigation, je dirais, avec des cartes et tout ça, savoir donc barrer, régler, recoudre, donc l'électronique, l'informatique, l'hydraulique aussi, le moteur, toute la partie vanne et plombée des ballasts, savoir stratifier, savoir réparer un certain nombre de choses, avoir aussi savoir se réparer, la formation en médicale. Moi, par exemple, j'ai dû me réparer un plombage une fois dans l'océan Indien. Et comment t'as fait? Ça me paraît tellement en même temps quelque chose du quotidien, mais je laisserai personne d'autre à part ma dentiste adorée tenter. Comment t'as fait? Donc la dent était à peu près dévitalisée, elle était quand même très sensible. Et donc j'avais pas l'amalgame, j'ai mis de l'amalgame, et après pour qu'il tienne, j'ai rajouté du Sika. Donc pendant une semaine, j'avais la bouche avec le goût, tout ce que je mangeais avec du Sika. C'est pas terrible. Mais ça permettait que ça tienne bien. Et ça a fait rigoler tout le monde d'ailleurs. Mais c'est vrai, c'est chaud. Ce qui est le plus impressionnant, c'est ce qu'avait eu Bertrand de Borg en 92, dans le deuxième Vendée Globe, où il avait dû se recoudre la langue. Ça a été un épisode qui a été très médiatisé. Il avait pris, il y a eu
la bombe de ce bateau qui était passé, qu'il avait fauché au passage, il s'était mordu la langue, et il avait coupé sa langue, donc il s'était recousu la langue. Donc là, on est vraiment dans l'extrême. Il paraît que c'est fou ça. À propos, dis-moi si je me trompe, il me semble que la mâchoire est l'un des muscles les plus puissants de notre corps. Et aussi, alors t'as peut-être pas envie d'en parler, mais toi aussi tu t'es pris un jour un grand coup et t'es allé longtemps sous l'eau. Ça aussi, c'était un moment un peu fort, n'est-ce pas? Oui, ça fait partie des claques de la vie, des claques qui permettent aussi de rebondir. Enfin, c'était pas prévu. Oui, puisque tu es resté dans le coma, c'était un coma x4 ou quelque chose comme ça, c'était assez puissant, t'avais perdu Louis, on pensait que c'était miraculeux que tu sois encore vivant et que bien sûr jamais tu remonterais sur un bateau, que tu n'en serais pas capable. Et si Oui, c'est une mauvaise graine. Et non, non, en fait, c'est un accident que j'ai eu en 90, il y a 30 ans. Et où, en fait, j'ai pris la bombe de mon bateau, donc c'est très très violent. Et ça m'a basculé en mer, donc j'ai perdu connaissance. Je me souviens pas du choc. Hein. J'ai tout le monde qui se sont remplis d'eau, j'ai coulé, j'ai revenu à la surface. Après, on m'a électrolyé, donc comme il faisait très froid, c'était en avril, la température du corps était descendue puisque j'étais inactif en dessous de 32 degrés, je crois, de mémoire. Et puis il y a eu une perte de connaissance, arrêt cardiaque, tout ça. Et puis après, je suis revenu à moi quelques heures après, enfin quelques jours, enfin je sais plus quand. Et c'est vrai que basculer à Paris, on m'avait dit, ben voilà, vous ne remonterez pas sur un bateau parce que je ne le savais pas à l'époque que j'avais perdu l'équilibre. Quand on perd une oreille, on perd l'équilibre. Et moi j'avais 100% de surdité à gauche, moi j'ai toujours. Et donc ça a été un challenge de réapprendre à pas tomber, à marcher droit, de pas trop avoir le vertige, parce que j'ai attrapé le vertige avec cette histoire de faire du vélo sans tomber. À chaque fois que je tournais, je tombais. Donc c'est toujours un vrai challenge, mais ça a été aussi un déclencheur de beaucoup de choses avec le temps. Hein, je me rends compte de ça avec le temps. J'avais fait beaucoup de choses avant, mais j'en ai fait encore plus après. Et ce qui était drôle, c'est que ce qu'on m'avait dit, je ne remonterais plus sur un bateau, bah, j'ai juste fait 5 tours du monde après, 22 transats, etc., etc. Donc en fait, voilà, c'est une petite leçon de volonté enfin leçon. En tout cas, c'est ça donne un peu une idée de la volonté que nous pouvons avoir les uns et les autres, quelles que soient les vicissitudes de la vie, quoi. Un jour, on avait parlé ensemble de HPI. Alors peut-être que notre public connaît ce terme. Ce sont des personnes qui ont des talents développés et souvent aussi sont hypersensibles, hyperactifs. Ça dépend des personnalités. Qu'est-ce que tu en penses, Marc? En fait, c'est un peu comme les histoires d'intelligence ou de culture. En France, on oppose beaucoup. On dit, par exemple, c'est une de mes grandes fiertés d'avoir fait l'école Boulle parce que c'est une école, grande école quand même, mais une école concrète, une école manuelle. Et pendant longtemps, et à l'époque où j'ai fait cette école, il y a encore ce cas de figure aujourd'hui, on opposait beaucoup les métiers dits intellectuels. Là-dessus, aux métiers manuels. Les formations intellectuelles et les formations manuelles. Comme si les unes ne demandaient pas d'intelligence et les autres demandaient d'être, ce qui est en fait à peu près tout l'inverse. Mais moi j'ai souvent opposé à tous ces propos-là en disant, vous savez, il y a plusieurs formes d'intelligence. Il y a des intelligences du cœur, des intelligences livresques, des intelligences mathématiques, des intelligences de logique. Enfin, il y a vraiment plein de formes d'intelligence et il y a aussi plein de formes de culture. Et dans le cadre des hauts potentiels ou comment on appelle ça, surdoué. Surdoué, des fois on dit surdoué, oui. Ou HPI, haut potentiel. Oui, haut potentiel, ouais, je préfère, c'est plus rigolo. Oui. Je dirais, une hypersensibilité du cerveau, enfin, j'ai l'impression en tout cas, et c'est une capacité à capter d'autres choses que, voilà, c'est une différence, c'est une vraie différence. Et c'est pas seulement, ça peut être un don, mais c'est souvent aussi un handicap.
à transporter parce que ça transporte avec soi une hypersensibilité, une certaine fragilité, une incompréhension de part et d'autre d'ailleurs, hein, de la personne qui a ça comme des personnes qui sont en face. Alors aujourd'hui c'est beaucoup plus médiatisé, on en parle plus, on est beaucoup plus dans l'empathie, on décrypte beaucoup plus les choses avec le développement personnel, avec tout ça. Donc on est plus au fait de ces choses-là. Mais dans le temps, ça n'est pas, et on peut vraiment rejoindre les HPI, par exemple, avec l'autisme. Il y a des ponts qui sont faits, et pourquoi pas, avec un certain nombre de choses. Donc c'est une forme de handicap, quelque part. Après, c'est pas ça. moi, c'est pas un handicap. Quand je dis ça, c'est pas triste, hein. C'est juste un handicap. On a tous des handicaps. Hein. Moi, je mettrais peut-être pas le terme d'handicap, parce que je pense que de la même manière qu'il y a certains défauts qui peuvent être des atouts, je vois mon impatience pourrait être considérée comme un atout parfois. Il y a des gens qui sont incroyablement patients et peut-être que des fois, dans certaines situations, il y a des gens qui sont hyper rigoureux, il y en a d'autres qui sont plus créatifs. Enfin, je pense que des fois, il y a des qualités qui peuvent être des défauts et vice-versa. Et là, pour cette question de l'hypersensibilité, je pense pas moi du tout que ce soit un handicap. Je pense que c'est comme beaucoup de talents. À partir du moment où on les identifie et qu'on peut les accueillir, eh bien ça peut devenir des vrais atouts. Quand tu sais que tu es hypersensible, comme en ce moment je suis une hypersensible globalement, mais en ce moment d'autant plus que je me suis confinée, alors moi depuis 2 ans, avant tout le monde, je m'étais confinée pour le projet que tu connais de l'œuvre d'art total, et du coup je deviens de plus en plus sensible puisque pratiquement plus rien s'approche de moi, je vais voir plus aucune expo, à part mes partenaires. Et du coup, le fait de savoir que je suis hypersensible, eh bien, je me protège, tu vois. Donc, je pense que c'est comme beaucoup de choses dans la vie, on a déjà eu cette discussion ensemble sur les échecs qui peuvent, en effet, il faut pas oublier. Au contraire, il faut un petit peu l'analyser pour savoir ce qu'on en retire. Et pour aller encore plus vite, encore plus loin après. Est-ce que tu veux me parler de tes passions, de ton sens du leadership? T'as piloté des employés à la tête quand tu étais DA d'une agence de pub. Après, tu as piloté des équipes sur un bateau. En étant conférencier, c'était encore autre chose. Tu as été sous les flashs des photographes pour une agence de photos pour après une maison de luxe. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta vision du leadership? Et en même temps, je m'aperçois quand je te dis ça, je parle aussi d'un leadership au pluriel en fait. Un leadership qui s'adapte à des environnements très différents. Oui, c'est difficile de lier à une vie, en l'occurrence la mienne, de donner une explication courte et simple. On essaie de mettre ça dans des boîtes, dans des écoles, le leadership, mais j'y crois pas trop. Je crois qu'on a vraiment ça en soi ou pas, et c'est pas grave si on l'a pas. Et c'est plus lié à un moteur intérieur. Pour revenir rapidement sur l'histoire des HPI ou autres, finalement, on peut considérer que c'est un beau moteur. Un bon moteur, je ne sais pas, mais un beau moteur. Mais ça sert à rien d'avoir un beau moteur si on ne sait pas l'utiliser, et si on n'en fait rien finalement. C'est comme tout le monde a du talent ou a des talents, vraiment tout le monde a des talents. De tout ordre, et pas seulement concret. Il y a plein de talents. Si on ne les utilise pas, ça sert vraiment à rien. On peut être rempli d'intelligence, de culture et de talent. Et, voilà. Et pour le leadership, là aussi, finalement, on peut ne jamais s'en servir, mais on peut aussi, je dirais que c'est plus une rencontre. Moi, je me suis pas gargarisé de ça. J'ai pas déclamé d'un seul coup. Ah, ça y est, je suis un leader. Je ne savais même pas. Ça s'est fait spontanément, naturellement. Ah, je rappelle, juste pour l'anecdote, puisqu'on parlait de l'école Boulle tout à l'heure, j'y suis rentré très jeune. Et il y avait à l'époque, il y a toujours, je crois, mais je suis plus sûr, il y avait des bizutages. En première année, on subissait un bizutage qui était assez violent parce qu'il était jumelé avec celui des Beaux-Arts, de l'école des Beaux-Arts de Paris. Et c'était des visitages très humiliants et ça durait tout le premier trimestre. Et je me souviens que moi, j'étais
le plus jeune entrant à l'école Boulle, le plus petit en taille et assez malin, pas très sportif. Et donc j'ai fait partie de ceux qui ont été les âmes damnées, enfin les souffles de mort, pardon, des deuxième, troisième années. Et donc je me suis battu contre ça, et très tôt, très vite, alors que je venais juste d'arriver, avec l'aide de deux gaillards costauds, parce que là j'avais pris deux gardes du corps, on va dire, j'ai pris la tête j'ai créé un comité de lutte contre le bizutage. Ça a été mes premières actions. Et en fait, ça s'est pas fait, je l'ai pas lu dans un livre, personne ne me l'a suggéré. Je me suis dit, pour me défendre, il faut que je prenne deux costauds. Bon réflexe. Et après, pour imposer peut-être un changement dans l'école, hein, ça faisait 4 mois que j'étais à l'école quand j'ai fait ça, eh bien, il faut persuader. Donc, je suis monté sur une caisse en bois au milieu de la cour, sous les rires des uns, les cris des autres, les applaudissements des uns, enfin bref, c'était comme ça. Et j'ai défendu cette idée d'en finir avec ces trucs d'un autre monde. On est en 74, donc c'est pas le même monde qu'aujourd'hui. Et j'ai pas obtenu gain de cause tout de suite, mais peu à peu, il y a du monde qui s'est rangé derrière ce principe de combattre le bizutage. Après, c'est arrivé plus tard, hein, des années après, à un plus haut niveau dans l'État. Mais et ça, c'est une forme de leadership. Hein. On peut appeler ça une forme de leadership. Après, ça m'est arrivé dans les écoles de voile, sur les bateaux. Alors, sur les bateaux, c'est plus naturel parce que un bateau, tous les bateaux, que ce soit de guerre, de commerce, de course ou de plaisance, ils ont besoin d'un ou d'une capitaine, en tout cas. Ils ont besoin de quelqu'un qui dirige le bateau, parce que sinon, on ne sait pas où aller. Et quand vous nommez deux personnes qui dirigent le bateau, en général, c'est une catastrophe absolue. C'est très dangereux. Donc ça va sans le dire presque. Quand on monte à bord d'un bateau, si on n'en est pas le capitaine, on sait très bien qui dirige le bateau et à qui on doit référer en fonction de ce qui se passe. Et moi, naturellement, j'arrivais sur les bateaux au début. Alors, quand j'étais tout jeune, j'ai accepté tous les postes pour apprendre. Et puis très très vite, j'apprenais et très très vite, spontanément, je me rapprochais de l'arrière, je me rapprochais du skippage du bateau, du capitaine. Ça a été la même chose en école de voile. J'ai commencé à passer mes diplômes à 17 ans, 18 ans, quand j'ai quitté Paris. Et puis 2 ans après, j'ai été directeur d'un centre nautique. Mais je ne l'ai pas demandé, je ne l'ai jamais demandé, on me l'a proposé. On m'a dit, voilà, on vous propose de diriger un centre nautique à tel endroit et tout ça. Et après, c'est à nous. Et donc le leadership, je ne l'ai pas théorisé, je ne l'ai pas demandé. J'ai voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe, quoi. Oui, on a des envies et puis après on s'aperçoit que pour les réaliser, on est obligé de fédérer. Et du coup de piloter de fait, et parce que c'est notre idée, on doit aller le défendre, et du coup on se retrouve des fois à la tête d'équipage, d'équipe, pour ce qui est plus de ma partie. Est-ce que tu veux parler de quoi tu veux qu'on discute maintenant? Est-ce que tu veux que je sais pas, on peut parler de ton métier à toi, parce que moi j'ai pas. Alors à toi de me poser des questions. Donc là, c'est quoi tes dernières créations là-bas? Je sais qu'il y a l'atelier global, enfin L'œuvre d'art totale. Alors, si tu veux, oui, je t'en parle un petit peu. Elle a un petit peu évolué depuis que tu es passé. C'était il y a 1 an, je crois, 1 an et demi. Tu es resté plus d'1 heure dans cette ancienne agence de voyage vétuste que je vais transformer, qui est en pleine transformation en œuvre d'art totale. Donc en fait, j'ai eu l'idée de faire cette œuvre dans la continuité, tu sais, de mon phare. On est tous les deux amoureux d'objets de lumière, mais aussi d'Amer, de guide, de mon œuvre phare qui est née sur la place de la Concorde. Donc la voici de jour, la voici de nuit. Comme toujours dans mon travail, il y a l'approche tactile dans mes murs en béton polysensoriel qui, quand on les effleure, font le bruit de la mer, comme tu le sais bien, ou des vibrations, ou de la lumière. Et bien cette pyramide, quand on l'a touchée, elle pouvait s'allumer au rythme de votre battement de cœur. Et pour la réaliser, cette œuvre monumentale de 30 mètres de haut, là, juste à côté de l'obélisque, là où il n'y a jamais eu d'œuvre de toute l'histoire, j'ai dû en effet convaincre jusqu'au plus haut niveau de l'État,
faire plein de calculs, passer une commission nationale des monuments historiques, du 5 km de métal dans un profilé très spécial, à un degré de précision et au millimètre près. Vraiment, c'est une vraie œuvre d'ingénieur. D'ailleurs, je n'étais pas la seule dans le projet, parce que tu sais que j'ai un background d'artiste et d'ingénieur, mais il y avait un ingénieur de calcul de structure, un ingénieur lumière, enfin bon. Et du coup, cette œuvre, qui avait fédéré 300 Français de 20 entreprises pour la fabriquer, eh bien, donne naissance à une nouvelle qui, elle, est pérenne, habitable, dans le cœur parisien. Et donc, j'ai acheté une agence de voyage vétuste pour, au départ, en faire mon appartement. Pourquoi j'ai acheté une agence de voyage? Parce que j'aimais bien un quartier. Alors, je ne peux pas vous révéler où il est aujourd'hui, puisque cette œuvre bénéficie d'une protection privilégiée de la préfecture, et que, vu tous les petits protos qu'on est en train de mettre et toutes les petites beautés qu'on est en train de développer, je dois garder un petit peu de confidentialité, mais bientôt sur les réseaux, vous allez pouvoir en savoir un peu plus. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense, dans quelques jours, vous avez en exclu l'info, on va lancer l'opération des tickets d'or. Donc en fait, j'ai jamais fait la promo du livre, tu vois que je suis pas très bonne en com, mais d'ici quelques jours, on va lancer la communication de ce fameux livre imprimé en France sur du papier français qui raconte cette histoire du premier chapitre de cette pyramide phare, et on a glissé un ticket d'or dans un des livres. Et celui qui va du coup trouver ce ticket d'or pourra visiter avec moi et la personne de son choix le chantier de l'œuvre d'art totale, qui reste encore dans un grand mystère, à part pour les partenaires. Donc en fait, j'avais besoin d'un appartement, le quartier était super cher, mais il me plaisait beaucoup, et du coup j'ai trouvé une agence de voyage vétuste que j'ai achetée, donc parce qu'elle était moins chère que le prix du quartier, et pour en faire mon appartement. Et je peux pas m'empêcher de créer en équipe. Et du coup, j'en suis arrivée à commencer à penser à la chaise, et puis maintenant j'ai tout dessiné, du motif du parquet jusqu'au lustre, les interrupteurs, la cuillère à confiture, l'air et l'eau sont pensés et vont être purifiés avec des nouvelles techniques. Donc c'est vraiment une œuvre qui mêle des innovations technologiques, des nouveaux concepts, des savoirs ancestraux, comme des nouvelles technologies, dont notamment une technique qui bénéficie d'un prix Nobel. Il y a autant l'un des 2 seuls meilleurs sommeliers au monde français que le couturier en flou principal de Chanel, qui est compagnon du devoir plombier. Donc plein de corps de métier. On en a des sublimes en France, on a des talents extraordinaires, et du coup j'ai fédéré ces 80 entreprises et maisons de l'excellence française pour fabriquer avec moi cette œuvre totale, puisque ça va jusqu'à mes vêtements, jusqu'aux tomates qui sont cultivées par un meilleur ouvrier de France maraîcher, donc ça va très loin. J'ai décidé, j'ai hâte de te faire découvrir maintenant qu'elle a un petit peu évolué cette maison. Est-ce que tu as des morceaux, des éléments de la construction de... Alors, des morceaux, des morceaux en tant que tels, oui et non. Peut-être je vais mettre parce que tout à l'heure j'ai parlé d'œuvre-objet. Alors en fait je fais de l'art total. Donc l'art total, on peut penser que sa naissance il y a un siècle, pendant le romantisme, et quand l'architecte commençait à dessiner les poignées de porte et les chaises. Là ça va un petit peu plus loin, puisque je vais jusqu'à penser l'air. Et du coup, dans cet espace à Paris, je fais de l'art total, qui se matérialise par une première création physique, une œuvre écrin. C'est sa première matérialisation. Et comme j'estime que l'art peut être partout, et l'excellence aussi, cette œuvre écrin est constituée de plein d'œuvres-objets. L'interrupteur, le kimono, les bottes, le savon, le set de table, l'oreiller, voilà, qui pourront être édité 10 fois, puisque je suis artiste professionnelle, donc je peux certifier 10 fois, donc 10 interrupteurs qui seront certifiés œuvre originale. Et après, il se trouve que parmi tous mes partenaires, il y en a plus d'une dizaine qui m'ont dit, hein, Mylène, les poignées, magnifiques, on est super heureux de ce qu'on a pu réaliser ensemble, mais en faire 10, ou pareil pour l'interrupteur, 10 interrupteurs, voilà, c'est tellement peu, même si on a accepté de le vendre à la même personne, c'est pas assez. Et du coup, l'idée, c'était pour se rendre plus accessible aussi, pour faire rayonner et partager plus tout ce qu'on a pu développer, toute l'énergie pour faire
tel et tel et tel petit détail de cette œuvre-objet, d'avoir aussi des œuvres-objets éditées. Donc elles ne seront pas certifiées œuvres originales, donc je ne pourrai pas faire l'attestation et la signer tant que telle, mais elles seront des œuvres-objets éditées que le partenaire pourra lui-même commercialiser et du coup partager. Et c'est vrai que Marc, cher ami, tu as pu, avant tout le monde, découvrir certaines œuvres-objets. Dis-moi, c'est laquelle t'as peut-être le plus plu ou t'as intrigué. Qu'est-ce qui t'a le plus intrigué parmi celles que... Alors, tu les as pas toutes vues, mais parmi celles que tu as pu voir? Déjà, il y a le concept du béton polysensoriel. Alors, ça, le béton... Alors, écoute, ça, j'en ai toujours pas loin. Du béton polysensoriel, j'ai toujours des petites planètes. Par exemple, je peux faire voir à nos auditeurs. Donc ça, c'est l'une de mes plus petites sculptures. Donc, elles se tiennent dans la main. Il y en a certaines qui peuvent avoir de la lumière, comme celle-ci. D'autres, des vibrations, du son, en fonction de votre champ magnétique. Il y a d'autres planètes. Donc bien sûr, je continuerai de faire du béton. J'avoue que j'ai pas coulé de pièces depuis 1 an et demi, mais voilà. Ça, c'est d'autres qui sont plus sauvages, donc qui peuvent l'éviter, qui sont multicouleurs. Donc ça, c'est le béton. Mes œuvres en béton polysensoriel, c'est quand elles sont interactives et qu'il peut y avoir de la lumière et du son. Là, je vous ai fait voir des petites pièces, mais j'en ai des un petit peu plus grandes. Je sais pas si vous voyez ici à l'écran, par exemple. Ici. Ça, c'est une œuvre qui fait plus de 6,5 mètres de haut, qui fait juste 4 cm d'épaisseur et qui fait le bruit de la mer quand on l'effleure. Donc ça, c'est dans le siège d'une entreprise à Toulouse. Ça, c'est mon œuvre qui est au sein de l'hôtel de ville du Havre, dans une architecture d'Auguste Perret. Ça, c'est une œuvre plus proche de Paris, au lycée Sainte-Marie de Neuilly. Donc intégrée dans les murs extérieurs, il y a ces modules en béton cratère. Alors le béton cratère, c'est toujours à la base un béton ultra haute performance, donc 10 fois plus solide que les bétons classiques, et c'est un procédé, breveté d'ailleurs, qui me permet de choquer la matière et de former des aspérités de surface. Donc, et cette œuvre en béton cratère et polysensoriel à Sainte-Marie émet des sons de rire d'enfant quand justement quelqu'un les effleure. À propos de technique, j'ai mon deuxième brevet sur béton, puisque je sais que tu es un féru de technologie, c'est la gravure colorée sur béton. Et là, par exemple, tu vois des détails de mains de vétérans qui ont été gravés avec ce procédé de gravure colorée sur béton dans mon monument que j'ai réalisé, qui m'a été commandé pour le 70e anniversaire du débarquement, qui ressemble à des polaroïdes, donc ces cadres blancs, qui, à l'intérieur de ces cadres, il y a 24 mains de 24 vétérans. Donc oui, dans l'œuvre d'art totale, il y aura un petit peu de béton polysensoriel, il y aura une petite pièce sur rue, à l'intérieur, il y aura mini agua, donc toutes ces courbes blanches qui étaient exposées lors de la dernière exposition internationale au pavillon France. Et il y aura aussi une autre petite pièce qu'il faut encore que je coule, qui va intégrer un ensemble d'œuvres-objets qui s'appelle Dune, et qui va être une table qui fait le bruit du désert. Voilà. Donc ça, c'est pour le béton polysensoriel. Donc, mais c'est vraiment les seules pièces en béton, parce que comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas leader, et je pense de la même manière, on a en soi la vibe d'aller plus loin, de vouloir aller plus loin, de vouloir ressentir, de vouloir se dépasser. Après, l'éducation peut nous aider aussi. Mais c'est vrai que pour cette œuvre d'art total, de la même manière que j'ai fait, tu sais, ma table en béton, après ma barrelle, et puis après j'ai fait une tombe en béton, et puis après, clac, je prends des risques. On m'appelle Miss Béton et je vais faire une pyramide de 30 mètres de haut, et paf, et après, tac, je prends des risques. Je me frotte à l'or, à la porcelaine. Là, je peux vous faire voir les petits prototypes validés pour le tapis, qui est fabriqué bien sûr à Aubusson, mais pas loin, j'ai les porcelaines de Limoges. Donc je me suis confrontée à d'autres matières, à d'autres usages aussi. Je ne suis pas diplômée architecte, donc voilà, expliquer avec le plombier, le maçon, leur partager des concepts un petit peu fous, avec des envies aussi parfois un peu, disons, des gourmandises presque, parce que je me réveille en me disant mais tiens, qu'est-ce que je vais inventer aujourd'hui, et clac, après j'essaye de trouver le partenaire qui soit le plus brillant, sympa et réactif. Des fois je les marie entre eux pour arriver, alors aussi j'essaye de comprendre leur technique pour les challenger encore un peu plus, pour arriver à travailler ensemble, tac tac tac, à réaliser
cette œuvre-objet. Donc voilà, donc l'ensemble de l'œuvre d'art total va être constitué d'œuvres-objets qui seront au maximum certifiées originales 10 fois. Donc parmi toutes les œuvres que j'avais pu te montrer, la cuillère à confiture, les Tectorius, est-ce qu'il y a une œuvre-objet qui t'a... Il y a les petits nuages. Ah oui, les petits... Alors écoute, clac, 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 fermons les yeux. Est-ce que je vais trouver un petit nuage? Et voilà. Donc oui, voilà les petits nuages. Donc en exclusivité, cher public, vous découvrez ces petits nuages qui sont en céramique. Et en effet, quand on vient les presser, l'eau arrive. Donc ce sont nos robinets. Et voilà, ils ont une petite encoche prévue exprès. Donc ça, c'est le premier prototype. Donc j'ai fait d'abord une première glaise chez un ami artiste dans son appart à Paris. C'était génial. C'est un ami qui fait des pâtes à modeler, qui a beaucoup travaillé pour, tu sais, le manège enchanté. Enfin bon, je l'adore. Il est toujours hyper plein de vie et on s'est passé un samedi matin dans son salon avec un bloc de glace. Je savais qu'il avait ces talents-là et ça fait longtemps qu'il s'était pas mis. Et j'ai commencé à faire le premier nuage parce que je voulais travailler sur la tactilité, vraiment, tu vois, l'emprise. Alors bien sûr, on a tous des mains différentes, mais essayer. Et puis après, cette glaise, je l'ai envoyée à une entreprise du patrimoine vivant dont la spécialité est la céramique. Et donc, ils ont un savoir-faire ancestral et grâce à leur savoir-faire, ils ont pu notamment, donc voilà, le deuxième prototype avec... on a un autre partenaire qui est intervenu, c'est notre laitonnier qui a fait le petit insert. Et puis on a un troisième partenaire qui est l'industriel du robinet, parce qu'il fallait que ça s'adapte à ces systèmes. Et puis après on a un quatrième partenaire qui est celui qui nous dépollue l'eau. Et notre eau en plus sera gazeuse, cher ami. Parce que pendant le confinement, ça c'est été suite à ces moments un peu d'exil où je continuais à faire des réunions de chantier puisqu'on a scanné l'ensemble du site au millimètre près. Donc je peux me déplacer dans le chantier à Paris tout en restant dans mon canapé ici puisque je suis confinée hors de Paris. Et je me suis aperçue que j'adorais l'eau gazeuse, ça je le savais depuis un bout de temps, mais que surtout j'avais beaucoup de bouteilles, j'en buvais encore plus puisque je sortais moins, du coup je les voyais plus vite s'accumuler et je me suis dit il faut être encore plus éco-responsable, moi qui ai toujours eu envie d'économiser la matière et voilà, c'est pour ça aussi que je suis partie sur ces bétons ultra haute performance, c'est que j'arrivais à faire des pièces hyper fines et en plus hyper douces, voilà, offrant d'autres talents et du coup l'envie a été que le petit nuage, quand tu le presses, eh bien, l'eau arrive dépolluée et à bulles. Et donc, clac, 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 à 5 partenaires, c'était une idée du confinement. Donc voilà, donc je pourrais me brosser les dents avec de l'eau à bulles. Tu peux prendre un bain avec de l'eau gazeuse alors? Écoute, je pourrais peut-être leur demander aussi, mais quand tu verras la tête du pommeau de douche, oui, puisque c'était presque ça. Hein, je ne sais pas si je t'avais parlé du concept, puisque dans cette œuvre d'art total, tu prendre une coupe d'un cocktail. Tu pourras prendre un cocktail et ton bain en même temps. C'est le concept du bar-douche. Et comme tu fais, t'as le système pour gazéifier l'eau derrière. Oui, exactement. Donc, j'ai demandé, après, il fallait, tu sais, il y a plein de petits détails techniques parce qu'il faut que ça puisse rentrer dans notre robinet sans exploser les tubes, que ça puisse être compatible aussi avec le système de dépollution de l'eau. Mais ce qui est assez chouette désormais, c'est qu'il y a une force de frappe assez impressionnante parce que c'est aussi le fruit de travail et tu dois le ressentir aussi d'années et d'années. Où on a vécu, je vois, avec certains partenaires tellement de moments de joie, de moments de dépassement aussi, que forcément maintenant ça va plus vite entre nous. On se comprend, il y a une confiance totale dans certains de mes partenaires et c'est pour ça aussi qu'il y a une proximité très très forte. Je sais, par exemple, j'ai appris hier quand un partenaire avait perdu son sac à dos avec son ordi, ou la veille quand un autre s'était fait mal au dos. Donc il y a une proximité très très forte avec tous mes partenaires en fait. Et ça c'est vraiment très agréable de créer, mais de créer ensemble, de pouvoir partager aussi ce moment de la création.
dans le Pyramidion, à la place de la Concorde, donc il y avait du métal, il y avait des lampes très spécifiques, tout ça, ça a eu une suite. Il y a eu, ça a servi à développer je sais pas moi, une industrie, on va dire, ou pas. Alors, il y a eu plusieurs suites de cette œuvre, sans parler du volet diplomatique qui a été très important, notamment avec l'Égypte pour cette pièce. Pour ce phare hein, puisque c'est un phare au sens maritime, composé de phares de voitures. Donc j'ai utilisé j'avoue, je préfère les phares des années 60 à ceux d'aujourd'hui. Et on a remplacé les vieilles ampoules par des LED. Et tout ça pour économiser 80% d'énergie. La matière, on a économisé énormément. Si on fait un comparatif entre la pyramide et l'obélisque qui est à côté, est-ce que tu as une idée de la masse de l'obélisque? Tiens, je vais sortir une image. 30 mètres de haut, 100% granit. Ouais, ça doit être énorme. Alors, où est cette image? Pour vous la faire, voilà, peut-être qu'ici on voit un petit peu plus. Si je vais ici. Donc, la pyramide qui est ici, qui fait donc la même hauteur, mais qui fait 12 mètres de large et qui doit résister à des 200 hooligans et à la tempête du siècle, fait moins de 2% de la masse de l'obélisque. Et ça, si on l'a réussi, c'était vraiment aussi plein de jus de cerveau pour agrandir à certains endroits uniquement le métal, qui est d'ailleurs en aluminium, aussi parce que c'est un matériau recyclable. Après, en termes de suite, il y a notre pépiniériste qui a explosé ses ventes, puisque notre œuvre, il y avait des enjeux sécuritaires clés, et notre œuvre était protégée par des citronniers, figure-toi, brevetés par ce Français et utilisés par l'armée française pour défendre nos sites. Et quand j'ai eu connaissance des enjeux sécuritaires qui étaient nécessaires pour mon œuvre, si on ne voulait pas qu'il y ait quelqu'un qui se suicide, cette place est tellement symbolique, là je dialogue avec l'Orient, donc ça pouvait être touchy. Et du coup, il fallait vraiment la protéger. Et moi, je ne me voyais pas mettre des hommes armés. On accueille le monde, on accueille les touristes aussi. Et du coup, je suis allée voir le colonel qui est en charge de la sécurité de l'ensemble des sites de l'armée française pour qu'il me guide, pour qu'il me montre tout ce qu'il a. Il m'a fait voir des choses affreuses avec plein de lames. Et puis, ce citronnier breveté par un Français avec des épines énormes. Et après, on a évalué le risque et en fonction du risque, on a fait cette proposition. Et grâce à la police qui avait des caméras rivées sur la place, on a estimé que nos citronniers étaient suffisants parce qu'ils avaient évalué qu'il fallait plus de 5 minutes avec une tronçonneuse électrique pour passer les citronniers. Et 5 minutes, c'était bien suffisant pour la police qui est au Grand Palais, hein, donc pas très loin, pour venir. Donc en fait, c'était très chouette. Enfin, tu me connais, j'adore apprendre, de découvrir leur mode de fonctionnement. En fait, il n'y a rien qui est indestructible, même un blocos. L'important, c'est d'évaluer le risque. Le risque, c'était que quelqu'un commence à escalader le pyramide. Oui. C'est que quelqu'un en effet puisse rentrer. Alors, sans parler des risques je ne dirais pas son nom, qui me disait qu'un avion pouvait se jeter sur la pyramide. Enfin bon, il y en a rarement, ça arrive rarement au cœur de Paris, mais il a fallu évaluer ce genre répondre à ce genre de demande, comme on ne pouvait pas faire un coup de craie sur la place de la Concorde, tu vois, par rapport à nos plans, on a scanné l'ensemble de la place au millimètre près. J'ai l'ensemble de la place de la Concorde au millimètre près. Donc ça, c'est aussi assez rigolo. Et ce partenaire m'accompagne dans la nouvelle œuvre d'Art Total. Et du coup, on va pouvoir faire aussi des choses assez extraordinaires avec toute cette technologie issue de cerveaux français. On a des magnifiques ingénieurs en France. On a des magnifiques créatifs en France. Ça, c'est vrai. Et après, pour ta question des suites, donc au-delà des retours directs comme voilà ce pépiniériste, je pense à lui parce que je l'avais tellement pas imaginé qu'il allait remplir si vite son carnet de commandes parce qu'il s'est fait une plaquette avec phare devant, phare derrière et 2 jours de nuit, ces jolis petits citronniers en plus qu'on fleurit, tu vois, donc c'était beau, tu avais toutes ces petites fleurs blanches. Puis après, il y a eu les citrons.
qu'elle est très bien avec les phares, nos phares. Donc là, c'est un travail extraordinaire d'Assima en Normandie, où ils ont dû développer un geste pour peindre. Il y avait 8 teintes d'or différentes pour la pyramide. Donc on passait d'un gris un petit peu doré à un or puissant à la base. La métaphore aussi, c'est l'obélisque, hein, qui est le passage des humains jusqu'à Dieu. Enfin bon, il y a plein de symboliques. Tu sais que j'aime bien donner un sens à toute chose qui est faite. Alors, tu parlais de Pyramidion. Justement, Pyramidion, c'est une suite, puisque l'œuvre, la grande, c'est Phare, mais que Phare, place de la Concorde, c'est un peu comme une histoire d'amour entre un homme et une femme, tu vois, et c'est ce dialogue avec l'obélisque. Et donc, maintenant que Phare va voyager, il lui manque quelque chose. Et son quelque chose, en fait, c'est son sommet manquant. Et c'est devenu une œuvre qui s'appelle Pyramidion, qui fait donc 3,7 mètres de haut, qui est interactive elle aussi avec un capteur cardiaque, qui est née donc à Paris dans la fondation Jérôme Sédou-Pathé. Voilà, petit lien avec le cinéma, on pourra en parler tout à l'heure puisque c'est l'une de tes passions aussi. Et pendant le Brexit, quand il y a eu un Pyramidion Twin qui est né au cœur de Londres, à côté de The Tower of London, au sein même de Trinity House. Et pendant l'annonce du Brexit, quand un Anglais rentrait dans Pyramidion Twin, grâce au Wi-Fi, le Pyramidion parisien s'allumait à son battement de cœur en direct. Donc toujours utiliser l'art pour connecter et la technologie, mais que ça disparaisse. Et cette idée-là, tu vois, vient de ce que j'ai pu faire pendant la Saint-Valentin, puisque le public qui venait sur la place de la Concorde pouvait, en glissant son doigt, allumer Phare, mais aussi, alors, vous n'allez peut-être pas bien voir, la Tour Eiffel et la Tour Montparnasse qui palpitaient en même temps. Tout ça, là encore, grâce au Wi-Fi. Donc tu vois, c'est un peu comme un petit collier de perles en fait. Petit à petit, l'histoire se construit. Et là, ce qui est vraiment chouette avec l'œuvre d'Art Total, c'est qu'il n'y a aucune limite. Donc on pourra continuer même hors de France, puisque c'est un projet qui est en train de naître, aussi dans les esprits, et en tout cas un intérêt qui est en train de naître d'une manière assez prononcée dans certains esprits étrangers, de ce petit joyau qu'on est en train de faire, qui est encore très secret, qui n'est pas encore terminé, mais il y a déjà énormément d'attention par le monde, et c'est vrai que quand on parle de l'excellence à la française, quand on parle du savoir-vivre à la française, de la mode en passant à la gastronomie, à l'architecture, c'est très évocateur pour beaucoup de gens sur la planète. Et en plus, quand c'est revisité par une petite Frenchie hybride, alors je leur dis souvent que ma couleur c'est green, puisque plusieurs professionnels de l'art contemporain en France m'ont dit que j'étais une extraterrestre. D'accord, j'accepte. Voilà, donc c'est vrai que d'ailleurs c'est une vraie prise de conscience à l'étranger. Vos projets, tu as un lien avec le comité Colbert ou... Alors non, j'ai pas de lien particulier avec le comité Colbert, qui réunit en effet un bouquet de belles entreprises françaises. J'ai choisi les entreprises et les maisons pour construire cette œuvre d'Art Total, vraiment sur ces 3 critères, d'être l'un des plus brillants du domaine, sympa et réactif. Donc tu vois, du coup, c'est très subjectif. Et puis, j'ai certains partenaires qui me suivent depuis 10 ans. Je pense à Jean-Jacques Ezrati, l'expert lumière, qui s'est notamment occupé de l'éclairage de Samothrace. Je pense à d'autres. Et ça, c'est une vraie joie. Donc, il y a eu tous ceux-là qui sont vraiment des soutiens, des amis de long terme. Et puis après, il y a eu aussi... par cooptation, c'est-à-dire grâce à l'ébéniste, j'ai découvert une entreprise, la Rolls-Royce des interrupteurs, qui lui, quand il m'a rencontré, il m'a dit tout de suite oui, même s'ils ont un carnet de commandes plein à 6 mois à l'avance, m'a dit mais Mylène, il vous faut un domoticien. Alors moi je lui ai répondu un domo oui, si vous en connaissez un bon, sympa et réactif sans vraiment comprendre ce que c'était. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de technologie aussi dans cette œuvre d'Art Total. Ça disparaît, mais on a des chauffages par les verres. On a de l'air dépollué, on a de l'eau dépolluée aussi. On a des contraintes de sécurité aussi très très importantes. Donc il faut quelqu'un qui pilote. Donc un domoticien, c'est un petit peu un maître d'orchestre de toutes les technologies. Et surtout, ce que je voulais pas, on est tous chez soi à avoir 1, 2, 3, 4 télécommandes selon les outils. Et c'est too much. Moi, j'ai envie de simplifier, en fait.
et que la technologie ne s'impose pas, qu'au contraire, elle vienne nous soulager et nous aider à encore plus ressentir aussi le monde. Donc ça va être une œuvre fermée, intime, dans le sens où on va être protégé. Donc là, c'est vraiment la notion de maison, d'habitat, protection par rapport au monde, mais aussi hyper connecté avec des nouvelles technologies qui font que Marc, quand je serai moi sur l'océan Pacifique et que tu me diras Mylène, je suis à Paris, j'ai envie de rentrer dans l'œuvre d'art total, je pourrais t'envoyer un code sur ton email ou sur ton portable qui sera valable 15 secondes et tu passeras ton téléphone devant l'œuvre d'art total et clac, 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 tout s'ouvrira, tout en sachant qu'on a des contraintes de sécurité de très haut niveau dans cette œuvre. Donc voilà, c'est un vrai plaisir que de travailler avec eux, les identifier aussi, c'est chouette, et puis en découvrir toujours des nouveaux, et puis se challenger en disant bah, tiens, tac, est-ce que tu penses que tu pourrais ça, et tu pourrais faire ceci, puis cela, et c'est sans limite, donc j'ai hâte de t'y accueillir. Alors, en t'écoutant, je vois des parallèles avec les bateaux que j'ai pu commander, diriger, skipper, et que l'on a créé. Alors j'ai eu des bateaux d'occasion qu'on a refait, et puis il y a eu des constructions de bateaux ex nihilo. Et un bateau, c'est des milliers, voire quelquefois peut-être des millions d'ailleurs de pièces. Et donc tous ces corps de métier, alors eux, il y en a plus que 40 là par contre, et où tous ces artisans, c'est beaucoup des artisans, là aussi on est sur une excellence, hein, la plaisance en France, la plaisance, le monde de la voile, on est numéro 1 mondial. C'est vrai? Waouh! J'ignorais complètement. C'est vrai je trouve que par rapport à d'autres pays, on met peut-être pas assez. Enfin, j'en suis convaincue et c'est aussi pour ça que j'ai envie de faire cette œuvre d'art total, qu'on met pas assez en avant nos talents en fait. On a des gens absolument dingues. On est leader dans certains domaines et on s'en rend même pas compte. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Alors nous, on travaille beaucoup donc avec beaucoup d'ingénieurs. C'est essentiellement un monde d'ingénieurs et d'artisans et de gens de personnes. Alors c'est beaucoup de petites boîtes. Hein. Il y a rarement des très grosses boîtes. Il y en a quelques-unes, mais c'est beaucoup de petites boîtes. Et on a affaire et ça c'est extraordinaire parce que je les ai vus grandir. On a tous grandi ensemble, on va dire, au fur et à mesure des bateaux. Entre les bateaux sur lesquels j'ai pu naviguer, moi, tout jeune, qui étaient déjà technologiquement très avancés pour l'époque, on va dire, à ce qu'on a aujourd'hui. D'ailleurs, souvent dans les conférences, je l'explique, je dis, regardez, vous prenez le premier tour du monde en solitaire qui a existé à la voile. C'était Sir Robin Johnson qui l'avait fait. Il avait mis 313 jours en solitaire. Aujourd'hui, on est descendu à 40 jours en l'espace entre 69, donc en l'espace de 50 ans. En un demi-siècle, on est passé de quasi un an à moins d'un mois et demi. Quoi. Et ça, c'est la technologie qui l'a permis. C'est la technologie, mais c'est aussi, et surtout, toute l'œuvre de toutes ces personnes qui créent les bateaux, avec d'abord au premier chef les architectes, qui travaillent beaucoup avec les marins pour les problèmes de contraintes, les problèmes d'utilisation. Et c'est fascinant parce que c'est pas du tout pareil qu'une maison ou qu'une œuvre d'art même éphémère, mais c'est quelque part, c'est aussi une œuvre d'art. Moi, j'ai toujours considéré que ces bateaux, c'était des œuvres d'art. Ils sont très beaux. D'ailleurs, ils pourraient porter une œuvre d'art dessinée, entre autres. Mais c'est aussi une cathédrale. C'est-à-dire que quand on voit, par exemple, le mât, si on prend les bateaux du Vendée Globe qui se courent en ce moment, les bateaux font 20 mètres de long sur 6 mètres de large. Ils déplacent à peu près 8 tonnes et demie aujourd'hui. Donc la moitié du poids est dans le lest, dans la quille. Et le mât culmine à une trentaine de mètres. C'est énorme. C'est des proportions de voilure qui sont monstrueuses. On porte jusqu'à presque 700 mètres carrés de voilure pour une personne toute seule. Ouais. Et en fait, tout ce qui tient le mât, ce grand mât en carbone, ce sont des cordages. Et je vais abonder un peu dans ce que tu disais précédemment, c'est qu'au début, on mettait de l'inox. Après, on mettait du monotauron en inox. Et puis un jour, et je l'ai bien connu cet homme, c'est un vrai créatif de l'île de Groix, il a décidé de renouer avec la fibre aramide, avec le Vectran, le PBO, le Kevlar, toutes les fibres. Et quelque part, je dirais qu'on a renoué avec
les anciens 3-mâts, les anciens 4-mâts du 16e, du 17e siècle, qui étaient avec du cordage, où les mâts tenaient avec des cordages. À la différence, c'est que là, c'est des cordages synthétiques, sur lesquels, qui sont souvent plus fins que l'acier, et sur lesquels on met plus de charge, et qui ont une résistance plus élevée. C'est complètement fou. Ils sont plus légers que l'inox, ou l'acier. Enfin, nous, c'est en inox en général, quand c'est en inox. On se retrouve de temps en temps avec des étais qui tiennent le mât à l'avant, qui font 8 mm de diamètre, donc c'est pas très gros, et qui tiennent jusqu'à 100 tonnes de traction. Et c'est du cordage. C'est du cordage avec juste une gaine pour les UV. Et toutes ces technologies-là sont parties d'ici, de France, pour la plupart, et elles ont été développées, et certaines ont été développées dans des jardins, dans des lieux complètement improbables. L'homme qui a créé Cédric Chevreau, qui s'est lancé là-dedans, dans les gréements textiles, au début, il tressait les gréements entre ses pins. Pour ça, on avait toujours les mêmes longueurs de cordage, parce qu'il disait, attention, moi je ne peux pas déplacer mes arbres, donc mes arbres, il y a tant d'écart, donc on avait le nombre de tours des pins, ça donnait la taille du cordage. Mais c'était pas nous qui choisissions, c'était lui qui choisissait, il nous disait, voilà, je t'ai donné tant, parce que j'ai pris ces 2 arbres-là, et il avait des pins dans tout son jardin, et il faisait ça, c'est extraordinaire. Et c'est des cordages qui ont fait le tour du monde, qui équipent maintenant tous les bateaux de course, qui équipent aussi les bateaux de la Marine nationale, etc., etc. Et on a en fait réduit peu à peu, là où par exemple l'acier, l'inox, avait une grande place dans le monde maritime, ben, tout doucement, on a sanglé, on a utilisé les tissus. Par exemple, un bateau, aujourd'hui, on peut le dire, c'est quasiment que du tissu. Du tissu carbone en général, du tissu Kevlar, du tissu. Mais la coque est en tissu, le mât est en tissu, la baume, les voiles, le gréement, comme je viens de le dire, les équipements à l'intérieur, le voile de quille même. Il y a presque plus de métal. Et ça, c'est extraordinaire. On est arrivé il y a un peu de titane, un peu de tungstène, du plomb aussi éventuellement, et un peu d'inox. Il y a quand même des choses en inox. Mais quand on compare les caisses de matériel qu'on portait pour équiper les bateaux dans les années 80 et aujourd'hui, ça a plus. C'est-à-dire que le même type de bateau au départ du premier Vendée Globe il y a 30 ans pesait à peu près 18 tonnes et aujourd'hui il fait 10 tonnes de moins. Un peu moins de 10 tonnes. Un peu plus de 10 tonnes de moins. Et ça, c'est la technologie qui l'a permis, ce sont les ingénieurs, les artisans, et puis chaque fois, alors c'est sans fin, hein, c'était tout le problème aussi du leadership et puis de savoir arbitrer, parce que moi après il y a un départ de course quand même. Toi tu peux encore œuvrer pendant des mois et des mois, tu peux très bien repousser l'ouverture de l'offre totale. Là on est limité. Là c'est vrai que tu vois on a pris un petit peu de retard. Enfin c'est pas qu'on a pris du retard, c'est que forcément quand tu fais de la R&D, ça nécessite du temps. Et comme tu sais pas ce que tu vas obtenir, forcément, c'est difficile de planifier. Là, c'est vrai qu'on va avoir un événement à l'international très très important en 2021. C'est un événement, l'un des événements les plus importants au monde, et donc il faut qu'on soit prêt. Et donc là, c'est vrai que depuis 6 mois, je prends plus de partenaires. Il y a une magnifique corsetière qui m'a contactée pour faire le corset de mes rêves, mais je dis pas maintenant, plus tard avec joie, parce que tu vois, pareil, faire un corset, quitte à travailler ensemble pour faire un corset, il faut que je me plonge dans l'histoire du corset, il faut que j'aille voir qu'est-ce qu'on peut vraiment faire, qu'est-ce qui fait sens, y compris avec les technos d'aujourd'hui et son savoir-faire à elle, et j'ai décidé d'arrêter parce que sinon je vais jamais finir, tu vois, la maison c'est sans fin, donc on va déjà s'arrêter, même les tenues. Il y a un certain nombre de tenues, il y a des souliers à talons aiguilles, des surchoses, des bottes, mais on a arrêté la collection. Ici. Et quelles bottes! Elles sont juste extraordinaires. Ils n'ont jamais fait des souliers comme ça. Ils ont des étoiles dans les yeux quand ils m'en parlent et nous quand on les découvre aussi. Donc, à propos des œuvres objets, tout à l'heure tu m'as parlé donc du robinet nuage que tu aimes beaucoup. Du coup, ça m'amène à t'amener sur un autre sujet qui est le bleu ciel de Paris. Tu sais que notre œuvre d'art total se décline en 3 couleurs. Pourquoi?
pour être dans la continuité de Phare, place de la Concorde, puisque cette œuvre existait, elle était gorgée du bleu ciel de Paris. Et l'or et le blanc, donc l'or de la structure, le blanc des lumières. Et donc là, dans l'œuvre, on va avoir des objets graphiques qui vont se reconnaître, des graphismes qui font que la cuillère à confiture va dialoguer avec le tapis qui s'agrandit, le parquet ou les verres en cristal. Et puis 3 couleurs qui vont permettre aussi aux œuvres-objets de dialoguer entre elles. Et donc, il y a ce bleu ciel de Paris. Qu'est-ce que ça t'évoque, le bleu ciel de Paris? Le bleu, ça m'évoque beaucoup de choses, mais le bleu ciel de Paris, je dirais, je prendrais ça de façon même presque linéaire. Pour moi, le bleu ciel de Paris, c'est le printemps, c'est l'ouverture du printemps. C'est pas le magasin, hein, la saison. Le Paris change de tête, on va dire, quand Paris sort de l'hiver. On le voit bien, alors on voit par exemple les Parisiennes qui commencent avec des jupes, etc. On parlait de la place de la Concorde, moi j'ai des souvenirs enfants, ou récents d'ailleurs, où quand c'est le mois d'avril, on est encore dans des lumières d'hiver, et là tout d'un coup on a un grand ciel bleu. On a cette grande ouverture de cette grande place avec la Seine, avec si on se déplace vers la Seine, on a cette espèce de perspective d'un côté des ponts et de l'autre côté, si on s'arrête au milieu de la grande perspective qui va vers l'Arc de Triomphe et la Défense. Et avec le ciel bleu, c'est ce que ça m'évoquerait, voilà. Et l'autre évocation, comme ça, le bleu ciel, on va dire. Alors là, c'est plus à Paris, c'est plus, même s'il y en a peut-être à Paris, je ne sais pas, c'est quand on peint un plafond en trompe-l'œil. Je me souviens de palais, surtout en Italie, où ils peignaient le plafond, c'était un ciel avec de temps en temps quelques petits nuages blancs très très légers, juste ébauchés, des petits angelots sur les côtés, dans les coins souvent, et c'était un grand ciel bleu clair. Et ça, j'ai toujours trouvé ça assez génial d'être capable de créer un plafond qui soit pas un plafond roulé en blanc, quoi. Enfin, ce qui est le cas de 98% des maisons aujourd'hui, de créer une couleur au plafond. Donc j'associerais ton concept de bleu ciel de Paris à tous les futurs plafonds. Alors j'ai hâte de t'inviter à dîner au-dessus sur notre table aquarium et en dessous du plafond de la première salle qui va être, je pense, assez extraordinaire puisqu'on a plus de 12 corps de métier qui y travaillent, mais on n'a pas les peintres. On va avoir des doreurs à la feuille, bien sûr, mais on va recréer ce ciel de Paris autrement et en volume. Donc j'ai hâte que tu sois l'un de nos invités VIP à venir dîner dans cette œuvre d'art total sous ce ciel un peu particulier et déguster tout ce qu'on est en train de mettre en place. D'ailleurs, est-ce que tu cuisines un peu? Est-ce que tu es gourmand? Ça, gourmand, je suis, oui. Je cuisine pas beaucoup, un peu. Je suis assez basique. Je fais des produits simples. Et je suis assez simple dans ma façon de cuisiner. Et ton dessert préféré? Question difficile. Et quoi? Ton dessert préféré? Voilà, je suis très gourmand là, pour les desserts. J'aime beaucoup les glaces, ça c'est sûr. Alors j'ai vraiment, il y a deux écoles, hein, l'école italienne et l'école française, parisienne d'ailleurs au passage. Mais sinon les desserts, je vais presque prendre des choses un peu de l'enfance avec ma grand-mère, le Paris-Brest ou les choses comme ça, ou bon, maintenant c'est devenu une usine un peu à touristes, mais dans le temps, le Mont Blanc d'Angelina et je sais pas trop. Non, si, non. Tout ça. Une tarte aux pommes de chez Poilane. La tarte aux pommes ronde de chez Poilane, la caramélisée, là, c'est très bon. Où la pâte est toute fine. Où la pâte est quasiment inexistante, c'est que les pommes. On arrive d'ailleurs à 19h, le moment de l'apéro. Ce que je te propose, c'est de regarder un petit peu les questions qui ont été posées par notre public. Donc je vais réallumer mon téléphone pour voir les questions qui nous ont été envoyées. Donc il y a une petite sélection qui a été faite. Alors, première question.
tac. Peut-être que tu peux, pendant que je suis en train de regarder les questions, parler de ton... Tout à l'heure, tu parlais d'Arte. Tu as fait 30 films. Tu as été le marin incarné de 30... C'est une incroyable aventure. Tu m'avais très, très gentiment, et c'était très chouette de pouvoir assister à cette avant-première avec, avec certains autres artistes. On était très peu que tu avais conviés. Il y avait Berling, il y avait Emmanuel Béard, il y avait... quelques amis proches à toi pour ce moment qui était très émouvant de tant de travail. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors moi je suis parti pendant presque 4 ans autour du monde. C'était une idée de Ludovic Fossard, d'une maison de production, découpage production de Montreuil, à Montreuil, et qui a fait beaucoup de documentaires. Et il m'a proposé de devenir le personnage incarné, de devenir un marin incarné. Un personnage incarné pour la télévision, c'est-à-dire que de marin, j'allais sur l'écran devenir un marin qui allait à la rencontre des peuples des mers. Et donc souvent, tout le temps, quasiment des peuples premiers, donc dans des endroits très reculés, complètement, pour certains, quasi inaccessibles, et avec lequel j'ai passé un temps à pêcher, construire des bateaux, vivre et échanger, et puis faire je dirais, les personnes qui regardaient les documentaires, qu'elles comprennent mieux leur type de vie, leurs intérêts, tout ça. C'était pas pour me mettre moi en avant en tant que marin, je n'étais pas au titre de journaliste, c'était juste j'allais rencontrer les marins, les pêcheurs, et je les faisais parler de leur vie, de leur métier, de leurs croyances. Et ça a été une expérience très très forte parce que pendant près de 4 ans, on a sillonné la planète dans tous les sens, avec des réalisateurs différents en plus. C'est 30 pays, enfin 30 peuples, 30 pays différents et des dizaines de voyages. Enfin, j'ai calculé, mis bout à bout, ça faisait l'équivalent de 14 tours du monde. Oui, c'était fou, c'était difficile de te voir d'ailleurs. C'était entre, quand on s'est vu la dernière fois à Paris, c'était entre 2 voyages et 2 expéditions et j'imagine. Le contraste entre 4 ans à bouger dans tous les sens, alors vraiment dans tous les sens, et là depuis le mois de mars, le confinement, où c'est tout l'inverse. Donc j'avoue que c'est vraiment des terres de contraste, on va dire, entre la bougeotte aiguë et puis qui a toujours été ma vie d'ailleurs, et puis tout d'un coup, ouf, tout est arrêté. Cher Marc, oui, alors il y en a, mais vu qu'on est déjà à 19h11, on aura passé presque 3 heures tous les deux au final à discuter aujourd'hui. Je t'en propose d'en prendre une question. Alors, comment vous est venue l'idée d'une collaboration entre un grand navigateur et une grande artiste? Alors, je sais pas, Marc, ça peut être quoi notre collaboration après ce live? C'est à toi de répondre, parce que c'est toi qui m'a proposé de le faire. Notre prochaine collaboration, écoute, je sais pas, il y a déjà ce live et je suis très contente d'être avec toi pour expérimenter ces nouveaux outils. Voilà, on se jette à l'eau, la prise de risque n'est pas non plus énorme et on a l'habitude de prendre des risques parce que c'est dans notre ADN en fait. On a besoin de faire des choses nouvelles. La prochaine collaboration déjà que je te propose, c'est du coup cette invitation bien sûr dans l'œuvre d'Art Total pour soit prendre le thé ou soit pour dîner. Tu choisiras le format, puisqu'on aura une fois par saison un invité VIP qui viendra passionné, bien sûr, d'univers toujours éclectique, qui viendra nous parler de sa passion. Alors, pas en live, mais au sein même de l'œuvre, le temps d'un thé. Et il y aura une quinzaine de nos membres, puisqu'on a créé un club salon, qui pourront venir échanger avec toi, parce que c'est vrai que quand on est en petit comité, c'est parfois plus facile d'aborder certains sujets, puis d'être dans l'intimité de la maison. Donc ça, c'est le premier format. Et sinon, la deuxième invitation, si tu le préfères, c'est un dîner. Donc on aura aussi un dîner par trimestre, où il y aura 4 VIP invités, donc à venir dîner sur la table aquarium,
sous la résille du plafond avec notre air dépollué, nos assiettes de Limoges, etc., etc., nos petits plats spécialement conçus par des grands talents français, avec notre super champagne, qui est l'un des deux meilleurs champagnes que m'avait suggéré notre meilleur sommelier du monde. Et en fait, si tu viens à ce dîner, ton challenge, mais qui est un challenge de la vie de tous les jours, c'est comme un dîner en ville. Il faut parfois venir accompagner. D'ailleurs, je me rappelle de l'histoire de ma jeunesse, avoir accompagné un ami qui n'avait pas de petit ami et il pouvait pas, c'était un futur employé, aller à ce dîner tout seul. Donc, pour ce dîner au sein de la maison, pour cette collaboration donc un peu artistique, soit tu choisis le tea time, auquel cas tu seras le seul sur la table, parce qu'on peut pas dire sur scène, à échanger avec quelques-uns de nos membres ou du club salon, ou tu viendras avec le VIP de ton choix, dîner en compagnie de 3 autres couples de VIP, voilà, ou 3 autres duos. Et l'idée de ce dîner, c'est de partager un moment ensemble dans cette maison, donc vraiment cette vocation d'accueil, et qui s'inscrit aussi dans l'histoire de ce quartier où il y avait beaucoup de salons littéraires et où scientifiques, artistes, journalistes échangeaient ensemble. Et ce moment, qui sera le dîner, sera filmé et sera accessible aussi à certains de nos membres pour qu'ils puissent partager aussi cette nourriture intellectuelle et ces passions qu'on peut échanger. Donc, tu n'es pas obligé de me répondre tout de suite sur l'invitation que tu préfères accepter. Et puis, je te retourne la question et je suis à ton écoute pour une prochaine collaboration de ton choix. D'accord. Ok. Encore un grand merci, Marc, d'avoir accepté ce challenge partagé, de faire un live sur Instagram en utilisant 2 autres applications pour avoir la chance de pouvoir partager des images, de bien l'enregistrer. Et je te dis à très bientôt. Ouais, à bientôt. Salut Marc, bye bye.